aux nouveaux coiffeurs et barbiers d'Enghien-les-Bains. Bibarber, 9h03, 98 FM, à la suite de vos émissions sur la radio du bien-être. C'est maintenant. Voilà, installez-vous tranquille. Florence Sueur est prête. Bonjour Florence. Bonjour Christophe, bonjour à tous, bonjour à toutes. Jusqu'à 10h30, le bar de l'économie avec au programme... Eh bien aujourd'hui un spécial aéronautique, car je vous rappelle que la semaine prochaine démarre le salon du Bourget, où c'est le salon du business et de l'emploi et des métiers, donc un salon très important qui a lieu en France, le salon numéro 1 mondial aéronautique en France, et on a la chance d'avoir avec nous deux grands industriels. On a Air France et Collins Aerospace qui vont nous en parler, tout comme Air Emploi, l'association qui aide les jeunes à pouvoir trouver un métier, et puis un consultant du cabinet Kea Partners pour nous parler de tout ça. C'est génial, ils vont pouvoir nous offrir des billets gratuits d'avion alors. Ah bah ça c'est toute autre affaire. Très bonne émission Florence, à vous et à vos invités. C'est le bar de l'économie qui démarre d'ici quelques secondes jusqu'à 10h30. Je disais ça pour plaisanter, bien sûr. Mais non, mais pourquoi pas? Nous, on veut bien, il n'y a pas de souci. Alors, vous parlez bien devant votre micro et je vous propose de mettre le casque quand vous parlez. Comme ça vous montre, ça vous entendrez si vous parlez en dehors du micro. Pareil pour toi. Moi, je bouge pas. Elle vous le demande, mais elle ne le met pas. Si, je le mets de temps en temps pour voir si vous parlez bien devant le micro. Est-ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Mais moi, ça me décoiffe, je suis pas moi, j'ai pas les cheveux courts. J'y vais, j'entends. 3, 2, 1... Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au bar de l'économie. Merci à nos invités d'être présents en studio ce matin. J'ai la chance de d'avoir de très beaux invités aujourd'hui et de pouvoir faire une émission spéciale sur un seul thème. Oui, c'est pas courant. D'habitude, on change de sujet tous les quarts d'heure, mais non. Là, aujourd'hui, c'est un spécial salon international de l'aéronautique et de l'espace, plus connu sous le nom de Salon du Bourget, qui a lieu tous les 2 ans. Nous allons donc parler de ce salon de l'industrie du matériel aéronautique et spatial. Pourquoi y aller? On va parler d'industrie, de métiers, de stratégie, de formation, d'emploi. Et pour le grand public, ça ouvre ses portes vendredi prochain, le 21 juin, alors que pour les professionnels, c'est à partir de lundi. Et c'est la 53e édition du salon qui ouvre ses portes de 8h30 à 18h. Voilà, nous aurons aussi la chronique médicale, bien sûr. Nous sommes jeudi. Et pour parler aéronautique, j'accueille tout de suite Aurélien Gomez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des affaires territoriales du groupe Air France KLM. Vous êtes aussi président de l'association Jérémy, association qui dispense des formations adaptées à une dizaine de métiers opérationnels du secteur aéroportuaire. On en parlera ensemble. Bien sûr, on parlera aussi d'Air France KLM, car c'est le premier employeur de la région Île-de-France, 42 000 personnes, 1,7% du PIB, 1,8 milliard d'achats en Île-de-France, 195 destinations, 112 pays et jusqu'à 2300 vols par jour, certains jours, bien sûr. Alors avec vous, on parlera bien sûr, comme avec tous, pourquoi aller à ce salon. Mais on parlera aussi, bien sûr, stratégie d'entreprise, puisque un nouveau président est arrivé, une nouvelle équipe est arrivée l'année dernière. Je vous poserai la question sur le T4. On parlera tous ensemble du futur des avions, de la maintenance. Et d'ailleurs, pour en parler également, Jean-Marie Carvalho, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général de Collins Aerospace France, une société du groupe américain. C'est le géant des équipements aéronautiques civils, commerciaux et militaires, d'avions, d'hélicoptères, d'aéroports, de programmes spatiaux internationaux, mais aussi vous êtes dans le train, les satellites, l'industrie nucléaire bien sûr, et la cybersécurité. J'ai même vu que vous aviez un programme qui aide les malvoyants, un simulateur qui améliore la vision, enfin qui essaye en tout cas d'améliorer la vision pour les malvoyants, et ça c'est très intéressant. À nos côtés, Laurent Dujaric, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant spécialisé dans les métiers de la formation de l'industrie aéronautique à l'association Air Emploi, association fondée par le GIFAS, qui d'ailleurs organise le Salon du Bourget, qui s'occupe de proposer dès le collège un chemin de l'école à l'emploi sur les métiers et les formations du transport aérien, de l'assistance en escale et de l'industrie aéronautique et spatiale. Donc avec vous, on verra concrètement qu'est-ce que l'avion des métiers pendant le Salon du Bourget. Et puis aussi, grosse annonce, c'est de recruter des nouveaux talents, bien sûr, et puis en particulier des femmes. On verra tout ça ensemble tout à l'heure. À nos côtés, enfin, Sébastien Maire, bonjour.
Bonjour Florence. Vous êtes senior partner chez Kea Partners, spécialisé en aéronautique. Donc avec vous, eh bien, on aura un petit bilan peut-être de mi-année 2019 pour les secteurs de l'aérospace et de la défense. Je rappelle que vous étiez venu nous voir il y a quelques mois et on avait fait le bilan 2018 et puis on avait rêvé avec les futurs avions volants grâce à vous. Voilà, pour aujourd'hui, eh bien, les infos du jour que nous avons choisi, eh bien, les députés votent la confiance au gouvernement d'Édouard Philippe avec 363 voix pour, 163 contre. Le Premier ministre a prononcé son discours hier, son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Il le prononcera aujourd'hui devant les Sénats, puisqu'il va également demander un vote. Alors, de quoi a-t-il parlé? Eh bien, de réforme de retraite, d'assurance chômage, baisse des impôts pour 12 millions de foyers, au moins 350 baisses d'impôts par foyer, écologie et révision des institutions, transformation de l'action publique et de la haute fonction publique, nouvel acte de décentralisation, lutte contre le trafic de drogue, un combat majeur dans les 12 prochains mois. Il a aussi parlé du rapport sur le système des retraites qui sera présenté en juillet. Et puis une grande loi de transformation sera bientôt votée pour transformer le système des santé, car un rapport est en cours et il devrait être prévu à l'automne. Dans le cadre du plan pauvreté, il a annoncé 30 000 places en crèche qui sont ouvertes et une concertation a été lancée sur le revenu de solidarité qui sera présenté en 2020. Voilà, les impôts des ménages baisseront près de 23 en fait, il a dit 27, mais c'est 23 milliards d'euros. Et la taxe d'habitation sera supprimée pour l'ensemble des Français, mais après le quinquennat, donc ça va dépendre, toutes ces mesures vont dépendre en fait, cette mesure en particulier dépendra du futur gouvernement, bien sûr, suivant. La prime exceptionnelle qu'avait annoncée le président de la République sera renouvelée cette année dans une limite de 1 000 euros. Le projet de loi de lutte contre le gaspillage alimentaire sera l'une des 3 priorités pour la rentrée, car le deuxième axe de la politique générale concerne la transition écologique. Bien sûr, il a parlé de la PMA pour toutes les femmes qui sera examinée à l'automne. L'accent sera mis sur l'école maternelle dès l'âge de 3 ans. Il a parlé de la réforme de l'assurance chômage qui comprendra un bonus-malus et qui s'appliquera au secteur d'activité utilisant le plus les contrats courts. Il rendra le Nutri-Score obligatoire en attendant que ce soit mis en lien avec l'Union européenne pour que ce système d'étiquetage soit universel. Je rappelle qu'il est apparu en 2017. Et puis voilà un petit peu brièvement résumé la politique générale. Alors en tant que citoyen, je vais demander à mes invités du jour si ça leur parle. Aurélien Gomez, qu'en pensez-vous? Moi, je retiendrai notamment les enjeux de compétitivité de nos entreprises, notamment celles qui sont confrontées à des situations de compétition internationale. Et c'est vrai que le cas d'Air France, évidemment, peut être cité, qui réalise plus de 50% de son chiffre d'affaires à l'international et qui a un véritable défi en matière de compétitivité vis-à-vis de ses grands concurrents, ses voisins européens et dans le pourtour de l'Europe. Si Air France devait s'implanter demain un coup de baguette magique à Amsterdam, par exemple, le résultat de l'entreprise serait amélioré d'environ 1 milliard d'euros chaque année. 1 milliard, c'est énorme. C'est énorme, et donc vous voyez, c'est le résultat d'un différentiel qui additionne les taxes, toujours plus de taxes, les redevances, etc., qui pèsent sur notre activité. Donc il y a un véritable défi de compétitivité, effectivement, pour les entreprises. Donc en fait, là, on se rend compte que finalement, les économies d'impôts seront financées par le déficit qui coûte très peu cher, comme je l'ai annoncé il y a quelques jours. Mais par contre, que c'est toujours les entreprises qui payent. C'est ça que vous voulez nous dire aujourd'hui. Merci Aurélien Gomez. Sébastien Maire, vous voulez commenter? Moi, je suis, plus en tant que parent de jeunes et moins jeunes enfants, je suis particulièrement attaché à la rénovation du système éducatif et de tout ce qui est fait autour des parcours scolaires. J'ai le sentiment que plus on pourra associer un trio élèves, parents, enseignants, plus on sera en capacité d'avoir des talents pour l'industrie de demain, et notamment pour l'industrie aéronautique. On va en parler, je pense, un peu plus tard. Bien sûr, et donc plus rapprocher finalement l'industrie avec les jeunes élèves et peut-être aussi ceux qui peuvent les conseiller. Merci beaucoup pour ce commentaire, Sébastien Maire. Autre information, seconde information, c'est malheureusement, c'est l'épidémie d'Ebola qui remonte en République démocratique du Congo et qui s'est étendue maintenant à l'Ouganda. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'annonce, l'OMS, et ils ont d'ailleurs tenu une réunion extraordinaire à ce sujet. Sébastien Maire, vous êtes concerné?
Oui, nous on est, je pense, tous aussi des citoyens du monde et particulièrement sensibles à ce qui peut se passer sur le continent africain. C'est d'autant plus navrant qu'on a aujourd'hui un certain nombre de technologies qui permettraient de dépister plus tôt les foyers épidémiologiques et d'intervenir. On est à l'œuvre aussi en tant qu'entreprise avec une société qui s'appelle Take Care for All à déployer ces méthodes et ces outils numériques le plus rapidement possible sur le continent africain pour venir en aide à ces populations. Donc en fait, Kea Partners finance une jeune entreprise qui aide donc toutes ces populations à se soigner. Oui, avec des anciens dirigeants du monde de la pharmacie et de la santé, nous avons des employés et des partenaires de Kea qui travaillent de manière dédiée à cette activité. Merci beaucoup Sébastien Maire. Autre info du jour, eh bien, c'est un petit rendez-vous, un festival. Vous savez que de temps en temps, je vous donne rendez-vous pour des salons ou des festivals qui sont intéressants au niveau économique. Eh bien, aujourd'hui, c'est Futur ES, car c'est le festival de l'innovation numérique. Il ouvre ses portes aujourd'hui et demain seulement au Mobilier National. Vous y découvrirez le meilleur de l'innovation numérique, des startups, des industriels, des universités, des écoles, des designers, des artistes qui construisent ensemble notre futur. Ça a été créé par le pôle de compétitivité Cap Digital. Futur ES existe depuis 10 ans et c'est la voie donc de tout un écosystème qui s'engage pour l'innovation au service de la société, des individus et de l'environnement. D'ailleurs, les thèmes retenus cette année, c'est la Smart City, la data santé, l'e-cracy, c'est-à-dire quel impact du numérique sur notre engagement politique et citoyen, le bouleversement du monde du travail, la culture et le digital rehab. Alors là aussi, un nouveau mot, ça c'est pour soigner ces addictions aux écrans. Alors, vous y découvrirez 80 démos innovantes, 80 conférences, ateliers et masterclass, et aussi des apéros networking en plein air, des performances artistiques. Bref, c'est à la fois une fête et du professionnel. Allez-y, c'est Galerie des Gobelins à Paris, 42 avenue des Gobelins, dans le 13e, métro Gobelin, de 9h à 19h aujourd'hui et demain, et c'est gratuit. On termine les infos avec la chronique médicale du jour, par les entretiens médicaux d'Anguin sur le thème « Rester assis toute la journée ». Bonjour Jean-Claude Durousseau. Alors, le boulot, c'est du sport, et comme c'est du sport, il faut entretenir son petit corps. Qu'est-ce qu'on fait dans une journée de boulot? Dans une journée de On n'a boulot, que des mauvaises positions. Hein, oui, on sollicite beaucoup les muscles, notamment du haut du corps. Je vais faire l'exemple, quelqu'un qui est comme ça. Voilà, je réponds à mon téléphone en même temps je suis sur mon ordinateur. De l'impact, je tire sur mes trapèzes, et comme je suis voûtée, notamment, je mets en jeu mon pectoral. Alors là, il faut s'étirer, ou alors il faut acheter une oreillette. Hein. Moi, je vous donne le truc. Hein. Voilà, alors pour s'étirer, très important, les trapèzes supérieurs qui prennent en général tout le stress de la journée. Donc tout simplement, on incline la tête, on abaisse l'épaule, le dos est bien droit, et je vais juste tirer tout simplement avec ma main la tête comme ça. Doucement, pas trop fort. Pas trop fort. On voilà. laisse venir. Et je laisse bien tomber mon épaule. Voilà. Et petit à petit, ça viendra de plus en plus. Et voilà. Et je respire bien, je ne coupe pas ma respiration. On ne penche pas son corps comme je suis en train de le faire. Exactement. Je reste bien droit. Le deuxième étirement, c'est pour le pectoral et notamment la position voûtée toute la journée sur l'ordinateur. Donc j'invite les gens tout simplement à rapprocher leurs omoplates derrière et à mettre les mains comme ça. Et vous verrez, ça fait du bien. Voilà. Alors, combien de temps, à quel moment? C'est le soir qu'on fait ça? On peut le faire à plusieurs moments de la journée. D'ailleurs, j'invite les gens à faire des pauses devant leur ordinateur. Faites-le assez souvent. Et par contre, l'étirement, pas plus de 30 secondes. Et surtout, ne pas bloquer la respiration. Je vois trop de gens qui, quand ils font les étirements, sont en mode respiration bloquée. Là, vous n'allez avoir aucun bénéfice. Il faut vraiment bien se relaxer, bien descendre les épaules loin des oreilles. Voilà. C'est un médecin, voilà. mais... Et on fait ça le soir, combien de temps? Ça, on peut répéter autant de fois qu'on sent qu'on a la contraction. Ouais. Et on en sent les bénéfices. Déjà 3 fois, c'est déjà bien. Et de chaque rapidement. côté, on étire de chaque côté. Très voilà, on vous l'a dit, le boulot, c'est du sport. Vous êtes des sportifs de haut niveau. À très bientôt. On met une petite musique. On fait une petite pause musicale. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, Yeah, it's pretty clear. Oui, j'ai oublié, merci. Bon, je suis arrivée à m'éclaircir la voix. Ouais, Non, ça va aller. Enfin,
Merci, il faut me le poser par terre, sinon je vais me faire engueuler dans le studio. Merci. Alors il y a aussi, dans les rendez-vous du salon, j'ai vu qu'il y avait aussi le Paris Air Lab. L'innovation. Oui. Quelqu'un peut en parler? Non? D'accord. Donc je le dirai juste en guise d'info en Je conclusion. crois que le principe, c'est Justement, il y a des startups. tout sous Oui, un c'est hall. ça. Sous un hall, alors je ne sais pas combien ils sont, mais il y a une estrade qui est offerte et ils font des présentations. Des pitchs. En fait, des pitchs, ils font leur pitch D'accord. régulièrement. Et c'est Et puis il y a des tables rondes d'experts, la supply chain, un sur la supply et l'autre sur la cybersécurité. Vous y êtes partie prenante ou pas? Sur les tables rondes d'experts, il y en a un sur la supply chain et l'autre sur la cybersécurité. Non. Non. Et vous? Donc je donnerai les infos de rendez-vous. Ok. Allez, on y J'ai retourne. quelques chiffres là sur le Paris Air Lab, 100 startups, 11 îlots thématiques, des battle camps. Oui, voilà, bon, c'est le général ça, mais ok. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, émission spéciale autour du thème de l'aéronautique, car je vous rappelle que le Salon du Bourget démarre dès lundi pour les professionnels et dès vendredi pour le grand public, vendredi 21 juin. À mes côtés, Aurélien Gomez, directeur des affaires territoriales du groupe Air France KLM, Jean-Marie Carvalho, président directeur général de Collins Aerospace France, Laurent Dujaric, consultant spécialisé pour Air Emploi Association, et Sébastien Merck, senior partner chez Kea Partners. Et justement, Sébastien Merck, j'avais envie de vous demander, avant qu'on démarre sur le salon, alors, quel bilan de mi-année 2019 pour le domaine de l'aéronautique? On a cette grande chance en France et en Europe et mondialement d'avoir un secteur qui est extrêmement dynamique, qui est un secteur d'excellence. Le trafic aérien continue de croître. En 2018, il a cru de plus de 6% mondialement. Depuis 15 ans, il a largement doublé. Et dans quelques années, on aura l'équivalent de la population mondiale qui effectuera un vol par an, ce qui est absolument colossal. Et la conséquence pour l'industrie, c'est que le nombre d'appareils en vol doit augmenter. On aura presque, dans les 10 prochaines années, autant de livraisons d'appareils neufs qu'on en a eu dans les 40 dernières années. Donc l'accélération est colossale. Ça veut dire aussi que le maintien en conditions opérationnelles et l'exploitation de ces avions nécessite également une évolution, un accroissement de l'infrastructure et des capacités techniques et humaines que fournissent notamment les grands fournisseurs de ce monde-là. Le salon s'annonce comme un salon important, vous l'aviez rappelé, c'est le premier salon mondial, il a lieu tous les 2 ans. Il y a 2 ans, il y a eu beaucoup d'annonces autour de méga fusions et puis de lancement de nouveaux produits. Cette année, on est probablement sur un salon modulo l'annonce récente du rapprochement probable de Raytheon avec Collins Aerospace. On est sur un salon où on est plus dans la mise en œuvre des grandes opérations annoncées il y a plusieurs années. Probablement pas d'annonce de nouveaux avions à lancer, mais beaucoup d'innovations à aller découvrir en termes d'électrification de l'avion, ce qui a aussi un impact sur l'environnement, en termes d'aménagement de cabine, en termes de connectivité du passager et probablement également dans le domaine spatial. Merci beaucoup Sébastien Merck. Alors justement, on va poser tout de suite la question à nos invités. Aurélien Gomez, pourquoi aller au salon? Que fait-on au salon de l'industrie du Bourget? Alors, le salon, c'est d'abord un salon professionnel qui réunit ce monde de la construction aéronautique. Et c'est vrai qu'Air France aussi y est présent, parce que c'est peut-être quelque chose qui est moins connu du grand public, mais Air France est un très grand industriel avec sa division en charge de la maintenance aéronautique, qui s'appelle Air France Industrie et qui est notamment implantée dans le Val d'Oise. Et cette activité est chargée de l'entretien de flottes du groupe Air France KLM, mais aussi de très nombreuses compagnies aériennes dans le monde qui lui confient tout ou partie de l'entretien de leurs avions, de leurs réacteurs, de leurs équipements, de leurs cellules. Et donc le salon pour cette activité-là est un temps fort parce qu'il permet effectivement d'accueillir des clients, de donner
donner des rendez-vous d'affaires, mais aussi de rencontrer bien sûr les fournisseurs qui sont importants, les équipementiers, les motoristes, les avionneurs, etc. Alors effectivement, on ne parle pas suffisamment souvent de maintenance d'avions, pourtant c'est ce qui garantit notre sécurité. Donc pour qui faites-vous donc de la vérification ou de la réparation d'appareils? Alors, Air France Industrie a un portefeuille de plus de 200 compagnies aériennes dans le monde qui confient soit l'entretien complet de leur flotte, soit l'entretien de certaines parties de l'avion, comme les réacteurs ou comme les équipements. Donc à Roissy, on voit passer des réacteurs qui équipent des avions d'Air China, d'Air Canada, de l'Inde Chile ou de beaucoup de compagnies comme ça dans le monde. Et sur les activités d'entretien de moteurs et d'équipements, cette activité client représente plus de 50% du chiffre d'affaires et donc des emplois. Donc 50% du chiffre d'affaires d'Air France, du groupe Air France KLM finalement, c'est représenté par la maintenance. Non, 50% de l'activité client, 50% de l'activité de maintenance aéronautique est réalisée auprès de compagnies hors le groupe Air France KLM. Étrangères donc. Merci beaucoup. Est-ce qu'au niveau de l'emploi, Air France emploie combien de personnes, Air France Industrie? Alors sur la partie industrielle, donc maintenance aéronautique, c'est près de 8000 salariés qui sont très majoritairement basés en Île-de-France, donc à Roissy et à Orly. Et ce sont des métiers de haute technologie, donc des mécaniciens, des techniciens, des ingénieurs, des métiers de la logistique et de plus en plus des métiers liés au digital, parce que ces industries se numérisent beaucoup. On parle d'objets connectés, eh bien, les moteurs, les équipements, les avions sont de formidables objets connectés et qui offrent des perspectives technologiques tout à fait intéressantes. Peut-être qu'on reviendra sur des sujets comme la maintenance prédictive, hein, où on est capable maintenant d'anticiper les pannes et de savoir qu'un équipement va tomber en panne dans quelques jours, et donc ce qui permet de révolutionner complètement les protocoles de maintenance. C'est-à-dire que finalement, on peut prévoir l'entretien d'un appareil et changer les pièces avant même qu'elles tombent en panne, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, et là c'est au niveau de l'individu, de la pièce, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans de la statistique, mais vraiment dans le suivi individuel grâce au big data et à des algorithmes qui permettent de détecter ces pannes avant qu'elles ne surviennent. Oui, parce que c'est très compliqué un avion, il y a énormément de technologies et puis de pièces différentes. Et donc là, vous nous parlez de quel type de pièces, par exemple? Ça peut être des pompes carburant. Enfin, je pense qu'on a on va poser équipementier autour de la table, donc je pense qu'il pourra compléter. Mais ça peut être des pompes carburant, des pompes hydrauliques, des calculateurs, donc ce qu'on appelle l'avionique, donc tous les équipements électroniques qui permettent le fonctionnement de l'avion, ou plus globalement des grandes pièces comme les réacteurs, qui eux aussi sont truffés d'équipements électroniques qui permettent de monitorer le suivi de ces machines. Alors justement, on va poser la question à Jean-Marie Carvalho. Donc vous pouvez peut-être mieux répondre à la question au niveau de la maintenance, puisque vous êtes un fabricant d'équipements. Oui, tout à fait. Alors, nous, on a une activité, donc l'activité dont je suis responsable, donc c'est la partie sur les actionneurs de vol primaire. Donc tout ce qui permet à un avion ou un hélicoptère de se déplacer dans l'espace. Donc ces actionneurs qui permettent de piloter les différents volets qu'on retrouve sur les ailes ou les rotors et les stators des hélicoptères. Donc dans ce contexte-là, mes usines, donc j'ai le plaisir et l'honneur d'être en charge donc, de deux usines, une qui est située à Vernon dans l'Eure et l'autre qui est située en région parisienne à Saint-Ouen-l'Aumône. Et donc mes usines font donc la fabrication des équipements neufs donc pour les avionneurs tels que Dassault, Airbus Hélicoptère, Airbus et aussi un petit peu de Boeing. Et on assure également toute la maintenance de ces appareils. Donc on a des stations de réparation dans lesquelles on vient assurer la maintenance de ces appareils. Et exactement ce que disait Aurélien, aujourd'hui on est dans une transformation de notre métier au niveau de la maintenance. Dans lequel il y a un enjeu extrêmement fort. J'avais l'année dernière, pour donner un chiffre qui était paru dans la presse d'ailleurs, l'ensemble du monde aéronautique, des acteurs aéronautiques ont perdu l'équivalent de 28 milliards de dollars liés à des retards d'avion, retards ou panne d'avion, 28 milliards de dollars. Donc l'enjeu sur la prédiction, sur comment rendre la maintenance prévisible, il est absolument crucial. Et nous, Collins Aerospace, dans notre métier, on est capable de fournir à nos clients des systèmes complets
On est capable d'absolument tout produire sur un avion et donc de soutenir l'ensemble de nos clients là-dessus. Et donc on a à ce titre un avantage très clair qui est on peut assurer donc la connexion entre les différents appareils qu'on va fournir, de l'actionneur de vol au calculateur, en passant par tous les capteurs qu'il y a sur un avion, et donc être en mesure de proposer à nos clients des algorithmes qui permettent justement d'anticiper ces différents modes de défaillance et donc d'adresser cette problématique majeure qui est donc les retards et les pannes d'avion. Oui, on sait très bien que les retards, évidemment, ça coûte beaucoup d'argent aux compagnies, mais ça ne plaît pas du tout, évidemment, aux voyageurs. Donc c'est aussi un problème de fidélisation de clientèle, donc c'est très important, le retard. Absolument, et nous, en tant que constructeurs, c'est vraiment, et ça a été donc vraiment l'essence même de la création du groupe Collins Aerospace, c'était en mesure de fournir des systèmes complets et justement d'anticiper ces problématiques et d'apporter le meilleur service à nos clients. Alors justement, puisqu'on a commencé à parler donc technologie et maintenance, parlons un peu du futur des avions. Vers quoi se tourne-t-on au niveau des avions? Quels sont vos choix? On va peut-être commencer par Aurélien Gomez. Alors, Air France a une flotte qui est toujours rajeunie au fur et à mesure de l'avancée du temps et de l'évolution des technologies. Nous allons accueillir bientôt à l'automne les A350 dans notre flotte. Nous avons accueilli dernièrement des Boeing 787. Et donc, ce sont des machines qui ont un intérêt vraiment important pour nous, puisqu'elles nous permettent d'améliorer le confort, de contribuer à la régularité et à la qualité de l'offre pour nos clients. Et en même temps, ce sont des machines qui diminuent la consommation de carburant, diminuent les émissions de gaz à effet de serre, qui diminuent le bruit émis. Donc cette tendance, ce progrès dans ces domaines de la consommation, des émissions sonores, etc., c'est vraiment des critères particulièrement importants dans le choix de flotte que nous réalisons. Et on se place bien dans une tendance continue à l'amélioration dans ces domaines-là. Alors certains disent qu'on pourrait mettre les moteurs ailleurs que là où ils sont, notamment au niveau des roues. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou bien est-ce que c'est faisable? Qui peut répondre? Sébastien Maire. Je pense que on est aujourd'hui là avec une génération d'avions qu'on continue à optimiser. Les Airbus 350 ou Boeing 787 que mentionnait Aurélien, ils ont environ 15% de réduction de consommation de fuel. La prochaine étape verra des avions dont l'aérodynamique est complètement différente, la propulsion est complètement différente, on parle de moteurs open rotors, et la combinaison des nouveaux moteurs et de la nouvelle aérodynamique fait que probablement les moteurs ne sont pas sous les ailes comme on les a vus classiquement ou à l'arrière de l'empennage. Sur les roues, je ne sais pas, on peut tout imaginer. Donc on peut voir de nouvelles améliorations dans les 10 années à venir en fait. C'est ça ? Au moins 10 ans. Oui. Au moins 10 ans. Et donc le Salon du Bourget, on peut déjà retrouver des startups et ce futur. Est-ce qu'il y a, comme dans l'automobile, la présentation de choses du futur, même si elles ne sont pas tout à fait prêtes? Est-ce que vous allez, pour Collins Aerospace, est-ce que vous allez présenter des choses la semaine prochaine? Jean-Marie Carvalho. Sur la présentation d'innovation, on va effectivement présenter ce qu'on est capable de faire, quelles sont nos capacités industrielles, comment on peut amener la meilleure valeur à nos clients. Et puis, vous posiez la question pourquoi on va au Bourget. Moi, personnellement, en tant qu'individu, j'y vais un peu pour rêver. Il y a un côté de l'ordre du rêve, en fait, le Bourget, voir ces appareils formidables qui sont présentés. C'est une occasion unique de pouvoir voir ces appareils. Après, en tant qu'industriel, j'y vais pour rencontrer mes clients et pour avoir une occasion également privilégiée de pouvoir échanger avec eux sur leurs besoins. Après, en termes de technologie, ce que disait Sébastien, on est à l'aube d'une transformation absolument fantastique et super excitante d'un point de vue technologique. Je ne sais pas trop si on va pouvoir mettre des moteurs sur des là vous le disiez, ailleurs que sur ailleurs que sous les ailes. En tout cas, sur la partie qui me concerne et sur les voilures, sur les ailes, on est dans une mutation complète de notre métier. Où on va avoir des avions de plus en plus responsables. Quand je dis responsable, c'est responsable de l'environnement, de l'écosystème plus respectueux dans lequel on est.
Et donc, il y a des enjeux également sur les actionneurs de vol extrêmement forts, où demain, on va avoir des voilures, des ailes qui vont être complètement différentes. Avec des enjeux, on parle de thin wing, donc l'aile fine, qui va permettre aux avions d'être moins lourds, de moins consommer. Et puis on parle également de morphing wing, donc des ailes qui vont se transformer à terme pour pouvoir assurer les fonctions d'actionneur qu'aujourd'hui je fais. Donc technologiquement, il y a quelque chose d'absolument passionnant pour les jeunes ingénieurs dans ce secteur. Effectivement, Aurélien Gomez. Oui, donc si vous avez l'occasion de visiter le Salon du Bourget, donc il y aura effectivement un stand qui présentera les activités d'Air France-KLM dans les activités de maintenance. Et donc il y a une présentation du lab d'innovation qui s'appelle le MRO Lab, puisque le MRO c'est le nom du secteur de la maintenance pour l'aéronautique. Et donc un certain nombre d'innovations seront présentées sur le stand, que ce soit de la robotique, que ce soit du digital, que ce soit notamment la maintenance prédictive, donc avec un produit qui s'appelle Prognos et qui permet justement d'expliquer tout ce qui est fait justement dans l'utilisation de ces datas pour permettre d'anticiper le futur prochain des pièces qui sont sur les avions. Alors, autre question pour parler un petit peu du futur, c'est la concurrence internationale, puisque les Asiatiques vont sortir des avions eux aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qui veut répondre ? Sébastien Maire. Alors, je pense que vous faites probablement référence à Comac. Comac qui voilà. va mettre sur le marché dans quelques années, normalement réussir l'entrée en service dans quelques années, probablement 2-3 ans, d'un équivalent comparable au Boeing 737 ou à la 320, ce qu'on appelle un narrow body ou un single aisle. Aujourd'hui, Comac se présente comme le troisième acteur, mais je ne veux pas oublier Bombardier et Embraer, donc le troisième ou le cinquième. Ils ont à peu près 1000 commandes. Alors, c'est impressionnant, les 1000 commandes et l'ensemble de leur business fait qu'ils pourront probablement pourvoir à peu près 10% du marché local chinois. Donc il y a un acteur majeur qui émerge, qui est quand même, pour lequel il y a un appel qui devrait apporter une perturbation mineure pour les deux grands acteurs que sont Airbus et Boeing. Mais il émerge, il a de bonnes technologies, il travaille avec environ 200 fournisseurs partout dans le monde, donc a accès à des technologies et fait un produit de qualité. Merci beaucoup Sébastien Maire. Je vous propose qu'on fasse une nouvelle pause musicale et puis on revient avec vous dans quelques minutes, toujours pour parler d'aéronautique. Alors pour continuer sur ce qu'on trouve au salon, est-ce qu'il y a, enfin bien sûr les métiers, mais avant de parler des métiers, s'il y a autre chose au niveau technologique dont vous voulez faire part, notamment sur votre entreprise ? Non, sur la partie techno, je pense pas qu'il y ait des on a dit le principal particulières à faire. Encore une fois, il va y avoir des annonces qui vont certainement être faites sur notre roadmap technologique, qu'est-ce qu'on va apporter, mais par contre, je n'ai pas vraiment d'éléments à apporter de manière supplémentaire. Vous avez un laboratoire de recherche et développement, comment vous faites pour... Alors, moi personnellement, dans mon organisation, j'ai 140 ingénieurs et dans ces 140 ingénieurs, il y en a une bonne partie qui travaille sur la recherche et le développement. Ah oui, d'accord. Sur les technologies dont on parlait, les morphing wing, qui sont des choses absolument fantastiques. Vous avez une aile qui va se déformer sous les impulsions électriques. Donc il y a des gars qui travaillent dessus. La R&D, c'est quelque chose que moi Alors, on a la puissance du groupe Collins également, avec des organisations plus centrales qui permettent de faire des espèces de consortiums d'ingé qui permettent d'échanger sur ces éléments, mais moi... Donc vous allez me parler de ça après, là, quand on va... D'accord ? Vous allez me parler de recherche et de développement, et puis ensuite, voilà, comme ça, pour le côté technique, on aura fait le tour, et puis peut-être qu'on peut embrayer après, justement, sur la recherche de nouveaux talents, et embrayer sur les métiers, ce qu'on peut trouver... C'est la partie qui m'intéresse le plus. Je vais rencontrer Jérémy Mortreux au salon. Donc comme ça... Mardi. D'accord. Sur le stand de quel sujet ? Chez vous ? Chez nous. D'accord. De la chaîne, il y a le chalet du groupe. Pardon ? Il y a le chalet du groupe. Ah ouais. On va recevoir Jéry. Je suis assez content de le rencontrer. Là. Ça va être bien. Alors qui est cette personne ? C'est le patron de la France Industrie. Ah oui. Jean-Christophe Lalande. Oui, l'IT. Frédéric Gagès, c'est plutôt les locaux. Oui. Et puis après, au niveau de la France, vous savez que Didier Nicolini,
On y retourne. Vous êtes prêts? On y retourne? Puis, à le rigoler, ouais. C'est bon? Au bar de l'économie, aujourd'hui, nous parlons aéronautique car le Salon du Bourget démarre lundi prochain pour les professionnels et vendredi prochain pour le grand public de 8h à 19h. Vous pouvez aller donc au Salon du Bourget pour rêver et voir les avions, et entre autres les avions du futur. Et pour en parler, je suis avec Aurélien Gomez, directeur des affaires territoriales du groupe Air France KLM, avec Jean-Marie Carvalho, président, directeur général de Colline Aerospace, avec Laurent Dujaric, consultant spécialisé dans les métiers de la formation pour l'association Air Emploi, et puis avec Sébastien Maire, senior partner chez KEA Partners. Alors on parlait technologie future des avions tout à l'heure avec vous, Jean-Marie Carvalho et Aurélien Gomez. Alors Jean-Marie Carvalho, comment est structurée votre entreprise? Combien, au niveau laboratoire, recherche et développement, combien d'ingénieurs travaillent dans votre équipe? Alors, moi, j'ai mon organisation, donc la partie Actuation dont je suis responsable, c'est 1000 employés, 1000 familles en France, et on a dans ces 1000 employés donc 140 ingénieurs qui travaillent donc sur les éléments de support à la production, sur la partie aftermarket dont on parlait, donc après-vente dont parlait Aurélien, qui est extrêmement importante pour nous également, mais aussi sur la partie R&D. Ces ingénieurs préparent l'avenir en travaillant sur toutes les futures technologies qu'on va avoir. Donc, sur le portefeuille de produits qu'on peut proposer aujourd'hui dans le métier des actionneurs, on sait absolument tout faire en termes de technologie, de l'actionneur hydraulique à l'actionneur électrique. On est capable absolument de tout fournir et on essaye donc justement d'anticiper les futurs besoins du marché et de nos clients. On parlait tout à l'heure d'avions responsables, de plus en plus responsables de l'écosystème, donc avec ces ailes qui vont avoir pour vocation d'être le plus fines possible pour être les moins lourdes et diminuer les consommations de kérosène. Donc on a donc un groupe d'ingénieurs qui travaille en permanence qui est en permanence en train de travailler sur ces réflexions et qui accompagne nos clients, Air France, Boeing, etc., sur ce genre de travaux et sur les anticipations des besoins de nos clients. Le groupe Collins Aerospace a cette force d'être un groupe extrêmement important avec cette diversité d'ingénieurs absolument formidable et donc on a aussi cette opportunité de faire beaucoup de networking avec le groupe afin de pouvoir partager avec les autres divisions du business les différentes bonnes réflexions et bonnes idées qu'il pourrait y avoir au niveau technologique. C'est extrêmement important parfois de savoir quelles sont les avancées technologiques sur le système des trains d'atterrissage parce que ça peut avoir une incidence sur nos ailes. Donc ça peut être, c'est extrêmement bénéfique pour nos clients et pour nous d'avoir cette capacité de faire cette émulation de cerveau autour de la recherche et le développement. Donc ce qui veut dire que dans ces cas-là, vous travaillez à distance et ça veut dire qu'il faut aussi parler plusieurs langues, j'imagine. Oui, absolument. On est une entreprise donc alors américaine mais française, bien implantée en France avec quand même 1000 employés en France et je suis très attaché à ça. Néanmoins, on est américain et on aussi, je dirais, et donc on a besoin effectivement d'échanger avec l'ensemble des organisations du groupe. Et donc oui, les ingénieurs sont amenés à avoir beaucoup de connexions et d'interactions avec leurs collègues qui peuvent se situer partout sur le globe. On en a aux États-Unis, on en a en Asie, on en a absolument partout. Et donc il est extrêmement important qu'on crée ces groupes de travail. Quelles sont, dans vos préoccupations, quels sont les défis pour recruter des ingénieurs? Alors, moi, le défi, en fait, où je parlerais plus de challenge, personnellement, en tant que la culture que je souhaite mettre dans mon entreprise, c'est vraiment le développement de mes employés. J'ai à cœur que chacun d'entre eux se développe, s'épanouisse dans leur travail de tous les jours. La population engineering, je parlais des jeunes ingés qui arrivent sur le marché. C'est des jeunes qui ont besoin de stimulation, qui ont besoin d'être en permanence sollicités. Ils ont également besoin d'ouverture et de possibilités de flexibilité dans leur carrière. Si je prends mon cas personnel, je suis ingénieur de formation,
j'ai fait autant d'achats que d'opérations, que de technologies finalement. Et c'est ce qui crée la richesse de mon métier, et c'est ce que je souhaite offrir à mes employés, tous autant qu'ils sont, notamment au niveau des ingénieurs, cette possibilité de rentrer chez moi pour faire de la R&D, et qu'ils puissent évoluer dans ce domaine-là s'ils le souhaitent, mais qu'ils puissent également changer s'ils le souhaitent. Parce que ma capacité à retenir ces forces, ces ingénieurs, ces personnes qui vont créer l'avenir, c'est justement que je sois flexible. Donc mon enjeu, mon challenge, il est sur comment je rends ma structure flexible pour également m'adapter aux souhaits d'évolution de mes employés. Et donc la mobilité, finalement, être mobile et changer donc éventuellement de job, vous envisagez ça tous les combien? C'est quoi la moyenne? Pour vous donner une fréquence, on a un processus dans lequel on vient regarder donc, les talents de notre entreprise à une maille hebdomadaire, tous les lundis. Tous les lundis, tous donc. les lundis, je vois avec mon comité de direction, on passe 1 heure à travailler sur les talents de notre entreprise et à adresser leurs besoins, comment on peut les développer, est-ce qu'ils ont des souhaits de mobilité, comment on peut adresser ces points-là. C'est fondamental. Ces talents, et les autres, mais ces talents sont les personnes qui vont créer l'avenir. Il faut que je les retienne, il faut que je sois en mesure de les développer. Alors, c'est la question d'ailleurs que je vais poser à nos deux industriels. Est-ce que la méthode de management a changé? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que les jeunes demandent autre chose? Par exemple, les commerciaux de pouvoir téléphoner debout près d'une tasse de café plutôt que d'être assis à un bureau? Ou est-ce qu'il faut mettre des choses un peu plus ludiques pour que les gens puissent se détendre? Est-ce que vous le voyez dans vos organisations actuellement? Est-ce que c'est la demande? Alors oui, il y a clairement une volonté d'autonomie et de responsabilisation des jeunes générations. Et donc enfin, c'est exactement ce que vous disiez, on a un mode de management, un mode de leadership qui a complètement évolué, qui doit s'adapter à ces générations, beaucoup plus de responsabilisation et d'autonomie sur les modes de leadership. Et dès lors qu'on n'est pas sur ces valeurs-là, ça ne marche pas. Donc, après, en termes d'environnement, de travail, oui, on attend des environnements qui permettent l'épanouissement et qui soient flexibles. Voilà. Merci Jean-Marie Carvalho. Je rappelle que vous présidez donc Colline Aerospace à Saint-Ouen et à Vernon. On va poser la même question à Aurélien Gomez. Oui, très rapidement, parce qu'effectivement, je pense qu'on fait les mêmes constats et on a les mêmes réalités. Et c'est vrai que je sais qu'en France, l'industrie essaie notamment de mettre en place des principes d'équipes autonomes qui sont vraiment responsabilisés autour d'un objectif. Et donc, c'est une forme d'empowerment. Je ne sais pas s'il y a un synonyme en français, mais en tout cas de délégation de responsabilité à une équipe qui s'organise, qui prend la responsabilité d'un projet, y compris pour des mécaniciens, pour l'entretien de réacteurs. Donc, ce sont des tâches à très forte valeur, donc avec une très large responsabilité, de la livraison du moteur en atelier jusqu'au retour vers le client. Et ça correspond effectivement à l'attente, probablement plus forte des jeunes générations en termes de responsabilisation. On va justement poursuivre dans ce domaine de la formation et de l'emploi et des métiers, puisque au Salon du Bourget, 3000 m² sont réservés à un espace qui va s'appeler l'Avion des métiers. Je rappelle que c'est le GIFAS qui organise le Salon du Bourget et qui est aussi le créateur de cette association dont vous êtes le représentant, Laurent Dujaric. Oui. Alors, les métiers et la formation de l'industrie aéronautique, c'est très vaste. Oui, alors effectivement, c'est extrêmement vaste. Vous avez des métiers de bureau d'études. On va rencontrer des ingénieurs, des techniciens qui vont réaliser des études, des calculs, des essais pour concevoir des outils, de nouvelles pièces, de nouveaux systèmes aéronautiques. Métiers, enfin, activités évidemment sur lesquelles on recrute. Vous avez aussi les métiers de la production. Alors là, c'est tous les métiers relatifs à la fabrication et à l'assemblage des pièces et des systèmes. On va retrouver à la fois les métiers de technicien d'atelier, métiers d'ajusteur-monteur, mécanicien-monteur, de technicien composite, de soudeur, etc. Des métiers, là, je dois dire, où... Alors, dans l'aéronautique, on recrute dans tous les domaines, mais il y a une tension particulière quand même sur ces métiers de la production, qui n'ont pas tout le temps une bonne image, et qui sont pourtant des métiers à responsabilité, des métiers évolutifs, des métiers où on gagne bien sa vie. Je rappelle que dans l'industrie aéronautique, un jeune qui a un bac professionnel, qui est débutant, gagne en moyenne 2000 € bruts par mois. Voilà. Dans ces métiers de la production, il n'y a pas que des techniciens d'atelier, vous avez aussi des ingénieurs, des techniciens qui sont là pour organiser, pour préparer la production, des responsables d'unité de production, des techniciens méthodes. Voilà. Et puis il y a aussi les métiers de la maintenance,
hein, Air France en parlait. Et là aussi, il y a une certaine tension sur ces métiers-là, avec donc les métiers de mécanicien qui peuvent être sur avion, qui peuvent être en atelier sur des équipements aéronautiques ou sur des moteurs. Et dans la maintenance, il y a aussi des techniciens et des ingénieurs qui font de l'ingénierie de maintenance, c'est-à-dire qui sont là pour optimiser les process d'entretien. Et puis il y a d'autres métiers, il y a par exemple le support aux clients, hein, qui sont les techniciens et les ingénieurs qui vont assister les clients, les compagnies aériennes, pour tout ce qui est exploitation de son avion. Voilà, donc, bon, le secteur recrute sur tous ces métiers. D'ailleurs, je crois que le GIFAS a annoncé des chiffres. Hein. Nous sommes sur des années records en termes de recrutement dans l'industrie aéronautique. En 2018, sur l'effectif donc des entreprises adhérentes au GIFAS, hein, qui sont 195 000 salariés, il y a eu 15 000 recrutements en 2018. Et en 2019, il est prévu un chiffre similaire. On est donc sur des années records. Et encore là, ce sont des chiffres du GIFAS, mais en fait, il y a des sous-traitants qui n'adhèrent pas au GIFAS. Donc si on tient compte de toute l'industrie aéronautique avec les sous-traitants, c'est 350 000 salariés en France. Et d'ailleurs, on parle souvent du secteur industriel comme d'un secteur où il y a de moins en moins d'effectifs. Dans l'aéronautique, chaque année, il y a de plus en plus d'effectifs. Hein, voilà. Donc ça, c'est un message que j'ai envie de passer. C'est un secteur qui recrute. Alors, sur le Salon du Bourget, il y a un espace sur lequel Air Emploi est présent, qui s'appelle l'Avion des métiers, qui est un espace, effectivement, comme vous l'avez dit, organisé par le GIFAS, qui est là pour d'abord faire découvrir les métiers aux jeunes. Parce que ce sont des métiers d'avenir. On est sur des cycles longs. On sait que ce sont des métiers porteurs pour aujourd'hui, mais pour demain aussi. Et donc là, on va avoir, donc en fait, l'avion des métiers, concrètement, c'est un hall de 3000 m² avec 2 espaces. Le premier espace, c'est un espace de démonstration de métier, où il va y avoir une centaine de salariés qui vont être là, qui vont montrer leur métier, en travaillant avec leur outil de travail. Et puis tout autour, il y a 70 exposants qui sont des entreprises, des centres de formation, puis nous, on y est aussi Air Emploi. Alors, les entreprises et les centres de formation sont là pour diffuser leurs offres d'emploi, leurs offres de stage. Et puis nous, Air Emploi, on est là pour donner des conseils d'orientation en termes de métier et de formation. Alors, il y a aussi une autre chose qui est importante dans le recrutement, et ça, Air Emploi est particulièrement attaché. Dans l'industrie aéronautique, eh bien, vous voyez, on n'a que 23% de femmes. C'est vraiment très peu. Alors, bon, ça paraît très peu, mais finalement, en tant que femme, on a envie de se demander quels sont les métiers qui sont réservés aux femmes. Bon, elles n'ont pas toutes envie de devenir mécaniciens. Est-ce qu'il y a d'autres métiers industriels qui peuvent être réservés et plaire aux femmes? Qui peut répondre? Alors, peut-être à tout le monde. Donc, on va passer la parole à Jean-Marie Carvalho. Alors, alors moi, je suis assez fier de dire que dans mes entreprises, donc je vous rappelle, donc on a 2 usines, à Vermois-Saint-Ouen, on a à peu près 500 personnes sur chacun des sites. On a à peu près les 3/4, je dirais, de cette population qui sont des opérateurs, des employés directs, c'est-à-dire donc des gens qui sont en connexion, qui font des opérateurs, des techniciens ou des opérateurs de production. Donc on a à peu près les 3/4 de cette population. Et les personnes qui gèrent ces personnes-là, donc on est sur des métiers opérationnels qui sont censés je dirais dans l'état d'esprit dans lequel on est, doit être géré par des hommes. Je suis extrêmement fier de dire que c'est 3 femmes qui gèrent cette partie-là dans mes usines. Donc 3 femmes qui ont entre 30 et 35 ans, qui sont des filles fantastiques, qui font partie de nos talents. Et je suis extrêmement fier de dire que voilà, on a ce genre de métier. Donc les femmes peuvent gérer des hommes pour faire des opérations. Alors, quelle formation ont-elles suivi? Parce que vous devez tout savoir, j'imagine. Alors, elles ont des formations d'ingénieurs. Ce sont des ingénieurs. Alors, je ne connais pas exactement leur profil, mais certainement des ingénieurs à profil plutôt mécanique et qui ont évolué dans l'organisation, qui se sont sentis attirés par la gestion des hommes, parce que je pense qu'il faut être passionné par la gestion des hommes quand on fait des opérations, quand on va gérer un groupe aussi vaste que les opérations. Et donc on les a fait évoluer dans la structure, on les a formés en interne, on les a accompagnés en termes de formation de leadership, on les a coachés, on met en place des process de mentoring. Je vous parlais de cette revue qu'on fait toutes les semaines au niveau des talents. Donc ces 3
personnes-là font partie de nos talents, on les coach, voilà, on leur a dédié un senior dans l'organisation qui vient les aider. Et donc voilà, donc on a cet exemple-là, et moi je suis très content de pouvoir dire qu'on a 3 femmes qui gèrent les opérations sur Collins Aerospace en France. Merci Jean-Marie Carvalho. Aurélien Gomez, vous êtes bien au courant, j'imagine, des métiers que peuvent faire les femmes dans l'industrie aéronautique, puis en plus vous présidez l'association Jérémy. Oui, alors comme le disait Laurent Dujaric, elles peuvent faire tous les métiers. Et ça, je pense qu'il faut vraiment sortir des stéréotypes. Ces métiers sont accessibles à toutes et à tous. Malheureusement, il y a effectivement une forme de pression sociale autour de stéréotypes sur les métiers qui seraient faits pour les uns ou pour les autres, mais je pense que c'est vraiment tous les métiers, en tout cas de ceux que l'on connaît à Air France, pas seulement Air France Industrie, mais dans tous les métiers qu'on fait Air France, ils sont ouverts à toutes et à tous. Et ce que je veux dire, c'est que ce sont des métiers de passion. Vous le verrez au Salon du Bourget, enfin, vous l'entendez probablement dans ce que nous disons. Les gens dans nos métiers sont des passionnés. Il suffit d'être au contact de ces équipes-là pour voir que c'est vraiment très fort. C'est ce qui nous unit, c'est un ciment qui nous unit tous. Faire voler des machines, c'est quand même quelque chose. C'est le rêve de l'homme, c'est le rêve d'Icare, c'est extraordinaire. Et donc, ce rêve est accessible à toutes et à tous. Et d'ailleurs, je salue l'initiative d'Air Emploi en faveur de la féminisation de ces métiers, parce que pour essayer justement d'aller au-delà, d'aller dans les établissements scolaires, pour communiquer avec les élèves, avec le corps enseignant, pour aller au-delà de ces stéréotypes. Mais justement, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il n'y a pas un problème, justement, dans toute l'industrie, d'ailleurs, pas seulement dans l'aéronautique, dans la formation des conseils qui sont donnés aux élèves pour s'orienter, parce qu'on dit les mauvais élèves, entre guillemets, vous irez en apprentissage, les bons, vous irez en général. Est-ce que là, finalement, dans ces deux clichés, voilà, on est dans les deux clichés. Alors, il y a 2 types de clichés. Laurent Dujaric. Voilà, 2 types de clichés. Alors, d'abord, excusez-moi, mais je reviens sur la féminisation des métiers, puis après je pars. Premier type de cliché, oui, il y a des métiers réservés aux hommes, il y a des métiers réservés aux femmes. Oui, en 2019, beaucoup de gens en sont encore là. Et puis alors, ce qui est grave aussi, c'est qu'il y a des collégiennes, des lycéennes qui s'autocensurent sur ça. Et alors, qu'est-ce que recherche l'entreprise? Mais c'est la mixité. Voilà, parce qu'on sait très bien que la mixité dans le travail d'équipe, c'est source de richesse, c'est source d'innovation, etc. Et donc nous, Air Emploi, c'est vrai que notre action, on le mène auprès des collégiennes et des lycéennes. On monte un concours qui s'appelle Féminisons les métiers de l'aéronautique, qui est un concours que l'on monte tous les 2 ans depuis 2009. On en est à la 6e édition. D'ailleurs, on va organiser à la cérémonie une remise de prix de ce concours sur... Donc ça, c'est la semaine prochaine. Voilà, le 18 juin. Alors ce concours, qu'est-ce que c'est? C'est un concours là, cette année qui vise 200 collégiennes et lycéennes, réparties dans 9 régions en France. Donc, dans 9 régions en France, lors du premier trimestre 2019, nous avons 25 équipes de collégiennes et de lycéennes qui sont allées visiter des entreprises de l'aéronautique, des centres de formation en orientation aéronautique, pour y rencontrer des femmes professionnelles, pour y rencontrer des jeunes filles en formation. D'ailleurs, en région Île-de-France, Air France Industrie a reçu 2 lycées, a été accueilli par Simaren, des femmes professionnelles. Elles vont donc aussi dans les centres de formation pour rencontrer des jeunes filles en formation qui vont échanger sur leur métier, sur leur formation, sur leur parcours, sur leur expérience. Et puis suite à cela, toutes ces équipes sont concurrentes parce que c'est un concours. Alors, on leur demande de réaliser 2 épreuves dans le cadre d'un grand oral, puisque maintenant dans l'éducation nationale on est sur les grands oraux, vous savez, dans le cadre d'un grand oral qui va se passer dans la établissement scolaire respectif. Alors la première épreuve, c'est la restitution orale de ces visites auprès de leurs camarades. Il faut que les filles et les garçons de la établissement scolaire entendent, ce que sont les métiers de l'aéronautique, parce que notre opération, elle vise d'abord à faire découvrir les métiers de l'aéronautique qui sont méconnus, et puis expliquer à leurs camarades, filles et garçons, qu'il y a des femmes qui sont tout à fait épanouies dans ces métiers-là. Et puis après, ça c'est notre petit truc à Air Emploi, à chaque fois dans le concours, on demande aux équipes de réaliser une œuvre artistique. Et là, cette année, on a demandé à chaque équipe de réaliser une BD, où elle doit raconter une histoire sur un thème, le thème étant la femme et l'aéronautique et au spatial. Et ils ont présenté cette BD aux élèves de leur établissement scolaire. Voilà. Tout ça devant un jury, etc., qui a noté. Et on invite toutes ces équipes au Salon du Bourget le 18 juin. Ça fait partie du projet, c'est-à-dire que nous allons avoir 200 collégiennes et lycéennes qui vont visiter l'avion des métiers, visiter les métiers de bureau d'études, discuter avec des métiers de bureau d'études, métiers de production, etc. Et puis elles vont participer à la cérémonie de remise des prix. On va remettre donc des prix récompensant les meilleures productions. Alors,
Donc voilà, pour le thème de la filiation des métiers, je pense qu'il faut arrêter sur les clichés, qu'il n'y a pas de métier réservé aux hommes et aux femmes. Second cliché dont vous parliez, c'est, malheureusement, alors peut-être que, bon, il y en a qui vont trouver que j'exagère un peu, mais je pense qu'en France, encore, on en est à dire, bon, si tu as un élève, fille ou garçon, si tu réussis bien, tu vas en filière générale, et puis tu iras en filière professionnelle si tu auras tes études. Voilà. Et ça, c'est aussi un cliché qu'il faut combattre. Moi, je vois, dans l'aéronautique, nous avons une certaine tension sur des métiers, donc de techniciens d'atelier, des métiers qui demandent donc des bacs pro. On développe beaucoup l'apprentissage. L'apprentissage chez nous est une voie d'excellence. Alors que dans les clichés, on pense souvent que on va aller orienter sur l'apprentissage des jeunes qui sont en échec scolaire. Croyez-moi que pour rentrer en contrat d'apprentissage, c'est pas facile. Il faut passer des tests. Le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail. Il faut que les jeunes passent un entretien avec une entreprise. Nous avons par exemple en région Île-de-France le CFA des métiers de l'aérien qui fait du bac pro, du BTS spécialisé dans l'aéronautique. Toutes les entreprises de l'aéronautique sont liées à ce CFA, plus ou moins. Voilà, donc il faut arrêter d'orienter vers les filières professionnelles des élèves qui sont en échec. L'industrie a besoin de bac pro. Voilà, il faudrait plutôt que les enseignants fonctionnent par passion, en demandant aux élèves qu'est-ce que vous aimez, c'est ça? Voilà, et c'est vrai que le milieu de l'aéronautique, c'est un milieu de passion. Alors, il y a des ingénieurs, il y a des techniciens, il y a des mécaniciens. On peut avoir différents niveaux en maths, mais ce qui est important, c'est deux choses. La passion, mais alors il y a une chose qui est importante, c'est l'anglais. L'anglais. 80% de la production est exportée. Alors évidemment, les ingénieurs doivent savoir parler anglais. Ça, je pense que... Mais même les ajusteurs, les câbleurs, les mécaniciens, alors c'est pas d'anglais courant, mais ils doivent savoir lire l'anglais technique. Bon, les mécaniciens qui sont sur pile chez Air France, ils ont aussi un bon niveau en anglais parce qu'ils doivent discuter avec les équipages. Donc ça aussi, voilà, si on veut rentrer dans l'aéronautique, même sur les fonctions très techniques, ne pas oublier l'anglais. Et puis enfin, au-delà des diplômes, ce qui est important, c'est qu'on est dans un milieu réglementé. Une réglementation qui est là pour assurer la sécurité des vols. Donc il faut avoir beaucoup de rigueur dans l'application des process, beaucoup de transparence. On fait une faute, on le dit. Le savoir-être est très important. Le savoir-être, effectivement, est très important. Vous comprendrez pourquoi j'ai demandé la semaine dernière à notre député d'inscrire dans la loi un lycée international en Val d'Oise, bien sûr, pour l'Île-de-France, et puis surtout de mettre l'anglais dès la plus petite classe comme langue maternelle, finalement, dans la future réforme. On va voir si elle arrive à faire passer cette proposition. Aurélien Gomez. Oui, pour revenir sur l'apprentissage, effectivement, c'est une voie d'excellence. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. L'apprentissage, ça concerne effectivement tous les niveaux, du bac pro jusqu'à des formations d'ingénieurs. À Air France, nous accueillons chaque année plus de 2000 apprentis. Donc c'est une mobilisation considérable de l'entreprise, parce que donc on parle des métiers de la maintenance, mais c'est dans l'ensemble de nos métiers que nous accueillons des apprentis. Et il faut bien comprendre que 2000 apprentis accueillis, c'est 2000 salariés qui sont des maîtres d'apprentissage, qui sont eux aussi mobilisés pour transmettre du savoir-faire à ces jeunes en formation. Et effectivement, je souscris complètement à ce qui est dit sur l'anglais. L'anglais, c'est vraiment un passeport, c'est tout à fait crucial pour accéder à ces métiers. Au-delà de la construction et de la maintenance, c'est aussi pour l'ensemble des métiers de l'aérien, évidemment, les métiers commerciaux, les métiers de l'accueil en aéroport, les métiers de personnel navigants commerciaux qui recrutent beaucoup. Évidemment, l'anglais est un pass absolument nécessaire et il y a des efforts à faire dans ce domaine, c'est évident. Et juste un dernier point, on a évoqué à l'instant le CFA des métiers de l'aérien. Je pense qu'il y a une excellente nouvelle qu'il faut quand même avoir à l'esprit. On est ici dans le Val d'Oise. Le CFA des métiers de l'aérien va accueillir à partir du mois de septembre prochain, va ouvrir un nouveau site à Bonneuil en France. Donc Bonneuil, c'est le Val d'Oise, c'est sur le territoire de l'aéroport du Bourget. Et dès le mois de septembre, 700 jeunes seront accueillis, c'est l'ordre de grandeur, dans ce CFA des métiers de l'aérien. Et Air France est un partenaire historique du CFA des métiers de l'aérien, puisque le CFA est né de l'école technique d'Air France à l'origine. Et ce CFA travaille avec Air France pour des métiers de la maintenance aéronautique, de la construction, des métiers techniques, mais aussi pour des métiers commerciaux, d'agents d'escale commerciale, des métiers de personnel navigants commerciaux.
Donc c'est une très très Bah, bonne ça, c'est une perspective d'avenir pour les populations Effectivement. du territoire. Très bonne nouvelle parce qu'on se demandait, enfin c'était ma prochaine question, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'une nouvelle école, notamment en Ile-de-France et en particulier en Val d'Oise, qui est quand même un gros territoire aéronautique. La réponse est donc oui et elle arrive. Donc la réponse c'est oui et ça arrive en septembre à Bonneuil-en-France, nouveau CFA qui ouvre ses portes pour accueillir des jeunes en formation. Si vous voulez bien, on va faire une nouvelle pause, mais cette fois en chronique, puisque notre chroniqueur Bruno Vigoureux vient d'arriver. Alors, quel secret de cuisine aujourd'hui, Bruno? Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Comme secret de cuisine, je vous propose une petite merveille de recette, comme une vraie douceur, une vraie gourmandise. Et non, pourtant, c'est pas un gâteau, c'est pas une viande, c'est un poisson. Lequel? Celui que vous voulez. Non. En fait, pour faire cette recette, vous pouvez prendre soit du cabillaud, soit des filets de dorade ou de loup. Moi, personnellement, j'ai une petite préférence pour la dorade. Ça vous va, Florence? Ça me va. Eh bien, tant mieux. Alors, on va faire des filets de dorade avec une sauce vierge. C'est une recette pour 4 personnes. Il vous faut 4 filets de dorade avec la peau, de la bonne huile d'olive, un poivron jaune ou vert, une belle tomate, des petits oignons, des petites olives noires, des pointes d'asperges, des fèves et un citron vert. Pour commencer, vous préparez la sauce vierge, c'est très simple. Vous lavez votre tomate et vous la coupez en petits dés. Pour le poivron, vous l'ouvrez, enlevez les graines et les parties blanches et vous en faites également des petits dés. Vous faites de même avec les petits oignons et le citron vert que vous aurez épluché. Et vous mettez le tout dans la bonne huile d'olive et vous ajoutez les olives. Voilà, ça c'est fait. Vous pouvez le faire donc à l'avance. Ensuite, vous épluchez les asperges pour n'en garder que les pointes. Vous épluchez les fèves et surtout n'oubliez pas d'enlever la peau qu'il y a ensuite. Dans 2 petites casseroles, une pour les asperges, l'autre pour les fèves, vous faites chauffer de l'eau. Dans une poêle, vous faites chauffer à feu moyen de l'huile d'olive. La cuisson du poisson est délicate, il ne faut surtout pas la graisser. Quand la poêle est chaude, vous mettez les filets de dorade côté peau sur la poêle. Votre poisson ne doit pas être trop cuit, il doit être nacré. Au bout de 4 minutes environ, vous retournez délicatement les filets de poisson pour les laisser juste 1 minute côté chair face à la poêle. Vous plongez vos pointes d'asperges et les fèves dans l'eau bouillante 2-3 minutes à peine, pas plus, ça suffit. Commence alors le plus délicat de la recette, c'est-à-dire le dressage. Quand vous jugez votre poisson cuit, vous mettez les filets dans chaque assiette, vous mettez dessus de la sauce vierge, vous verrez le mélange des couleurs avec la tomate, les poivrons, les olives, c'est magnifique. Vous égouttez les asperges et les fèves et vous les mettez dans l'assiette et vous mettez un trait d'huile d'olive dessus et même un tout petit peu de fleur de sel. Voilà, vous pouvez servir. Pour tout vous dire, j'ai fait ce plat à un ami qui a été pendant plus de 30 ans maître d'hôtel au restaurant Le Jules Verne à la Tour Eiffel. Et il m'a dit en voyant ça que c'était un plat de restaurant. Je vous dis pas comment j'ai bombé le torse. Alors si vous aussi vous voulez épater vos amis, n'hésitez pas car franchement ce n'est pas compliqué. La cuisson et le dressage sont les 2 difficultés mais qui peuvent se maîtriser sans problème. Vous pouvez, si vous souhaitez, ajouter un peu de riz et vous pouvez servir pour accompagner ce plat un coteau varois rouge et c'est un pur plaisir, je vous assure. Allez, bon appétit et à très vite. On se retrouve à 13h30 pour l'émission Sport en Val d'Oise où on parlera de photos de sport. À tout à l'heure. Merci Bruno, mais c'est bon, hein. Moi je vous donne votre première marguerite. Merci. Et voilà, on repart tout de suite. Attention. Donc aujourd'hui, on parle aéronautique, que vous l'avez entendu, les métiers de la filière aéronautique et spatiale recrutent. Le Salon du Bourget démarre dès lundi prochain pour les professionnels. C'est le rendez-vous du business aéronautique et spatial mondial toute la semaine prochaine. Et pour le grand public, ça ouvre vendredi prochain. On vous l'a dit, nos invités vous l'ont dit, c'est-à-dire Aurélien Gomez, directeur des affaires territoriales du groupe Air France, Jean-Marie Carvalho, président général de Collins Aerospace France, Laurent Dujaric, consultant pour Air Emploi, et Sébastien Maire, senior partner. 350 000 emplois, c'est l'emploi total en aéronautique en France. Il y a 7 300 contrats d'alternance qui sont proposés chaque année. Et puis, vous êtes en recherche dans l'aéronautique de 15 000 nouveaux talents. Donc, c'est important, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire l'année prochaine, eh bien, d'aller au Salon du Bourget parce qu'il y a 3 000 mètres carrés réservés à la formation.
et finalement à l'emploi. Même si on veut se reconvertir, c'est possible. Et en plus, vous pourrez directement rencontrer les professionnels. Après tout, rien ne vous empêche de glisser des petits CV. Mais j'aimerais bien qu'on parle un petit peu également stratégie d'entreprise. Alors, on va commencer avec Aurélien Gomez, si vous voulez bien, pour... quelle nouvelle stratégie pour Air France KLM, puisque un nouveau PDG est arrivé. Bon, et puis je crois que pour la première fois cette année, vous allez recruter des pilotes. Alors, nous avons repris effectivement les recrutements. D'ailleurs, pour faire le lien avec le sujet qui précédait, Air France sera également présent dans l'avion des métiers. Et donc pour proposer effectivement des emplois, donc évidemment dans les métiers techniques dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi dans les métiers commerciaux, dans les métiers des systèmes d'information, puisque nos métiers se numérisent, se digitalisent de plus en plus, et donc on a des besoins importants dans ce domaine également. Voilà, et là aussi des femmes peuvent y répondre. Il n'y a Absolument. Pas besoin de mettre les mains dans le cambouis pour celles qui n'aiment pas. Alors, mais même dans les métiers techniques, il y a de moins en moins de cambouis, et il ne faut vraiment pas que ce soit l'image qui soit associée à ces métiers, parce que ce sont des métiers de plus en plus de haute technologie. Parce que c'est le digital qui arrive. Très fortement. Donc effectivement, une bonne dynamique effectivement pour Air France, un dialogue social apaisé, c'était vraiment une priorité de la nouvelle gouvernance. Et l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est clairement de réussir cette saison très importante qui est la saison estivale. Et on va poursuivre dans cette dynamique avec une volonté de renforcer notre robustesse opérationnelle. Évidemment, la sécurité des vols, c'est la base de notre activité, mais aussi les domaines de la ponctualité. Ça, c'est un enjeu très important pour Air France à l'aube de cette saison estivale que nous entendons bien réussir. Nous allons poursuivre aussi notre stratégie de montée en gamme pour améliorer toujours plus la satisfaction de nos clients et avec une expérience toujours améliorée. On parle notamment de l'extension de l'offre Wi-Fi à bord. Et puis évidemment, un autre pilier de notre stratégie et qui est assez évident, c'est celui du renforcement de notre compétitivité. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de le dire, on est dans un univers particulièrement compétitif. Et donc, notre capacité à offrir une structure de coût compétitive, c'est notre gage de réussite pour l'avenir. Merci Aurélien Gomez. Alors, le T4 pour vous, est-ce important ? Sans nul doute, oui, puisque tout à l'heure, Sébastien Maire évoquait les perspectives de croissance du transport aérien dans le monde. Donc le transport aérien va croître, va continuer de se développer, c'est une donnée d'entrée. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que le hub de Roissy en particulier puisse prendre sa part à cette croissance. Il ne s'agit pas de surperformer le marché, il s'agit simplement d'offrir à notre hub, au hub d'Air France, qui est si important pour l'économie régionale, et je pense que c'est important d'insister là-dessus, mais que ce hub puisse prendre sa juste part à la croissance du transport aérien mondial. Et pour ça, nous avons besoin d'outils adaptés. C'est-à-dire qu'il s'agit d'être capable d'accueillir nos clients dans des bonnes conditions, d'être capable d'accueillir les avions, d'avoir un hub efficace, c'est-à-dire qui favorise des correspondances courtes, qui favorise la correspondance des passagers, de leurs bagages, de façon efficace pour être compétitifs. C'est ce que font nos concurrents partout en Europe et autour de l'Europe. On pense à Dubaï, on pense à Istanbul, etc. Donc nous avons besoin d'un outil qui soit compétitif, qui soit à la hauteur aussi des ambitions économiques de la France et de Paris en tant que grande ville-monde. Et pour cela, nous avons besoin de cet outil qui est le Terminal 4. Vous voulez dire que si on n'avait pas ce terminal, en fait, notre aéroport, finalement parisien et français, malgré tout, ne serait pas compétitif par rapport aux autres pays carrément. C'est ça que vous voulez dire? Vous savez, le hub d'Air France à Roissy permet d'augmenter d'un tiers le nombre de connexions directes entre Paris et le reste du monde en long courrier. Donc, sans hub, la connectivité et donc l'attractivité de Paris et au-delà de la France en serait très significativement diminuée. Et ce n'est pas trahir un secret de dire que les grands investisseurs internationaux, quand ils cherchent un lieu d'implantation pour leur activité, parmi les critères très importants de leur choix, c'est la connectivité du territoire sur lequel ils viennent s'implanter. Et donc, on parle de la connexion des territoires, du désenclavement, mais à l'échelle du monde et de l'économie mondiale, le hub, c'est l'outil de désenclavement du territoire Paris et France. Et donc, à ce titre-là, il est important que nous soyons bien équipés, que l'aéroport soit bien desservi, c'est un autre sujet, mais aussi que l'aéroport offre une qualité d'accueil qui soit au niveau des meilleurs standards internationaux et qui soit compétitif. Quand je dis compétitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il permette des correspondances efficaces, courtes, rapides.
C'est vrai que quand on voyage, on veut que ça se passe le mieux possible. Il faut avouer que la France, mais bon là, ça vous n'y êtes pour rien, le passage en douane est quelquefois très long. Donc tout ça, ça joue dans les voyages. Quelle est la relation qu'une compagnie a avec celui qui gère, hein, donc l'aéroport, en l'occurrence là c'est l'aéroport de Paris. Comment ça se passe les relations? C'est une relation très forte, nécessairement. Vous savez, le secret, entre guillemets, du boom économique de certaines villes-mondes, c'est une liaison très forte, justement, entre l'exploitant d'aéroport, la compagnie qui base son hub, et les autorités politiques de ce territoire. On prend l'exemple de Singapour, on peut prendre l'exemple de Dubaï, ou même d'Atlanta en Amérique du Nord. Et donc l'enjeu pour nous, c'est vraiment de fonctionner en symbiose entre ADP, entre Air France et effectivement le territoire qui est le nôtre. On y travaille, on travaille au quotidien avec ADP, on travaille ensemble sur ce sujet de Terminal 4, évidemment. Et donc l'enjeu, c'est de réussir ces interfaces qui sont si importantes pour l'économie locale. Alors on voit aussi que se développe bien sûr le souhait des voyageurs pour la France de partir directement des grandes villes françaises. Où en est la stratégie d'Air France sur le développement de hubs en province? Alors, le hub Enfin, Air France KLM, bien sûr, pour le groupe. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, nous avons un réseau domestique qui est le plus important en Europe, avec les liaisons entre Paris et la province et les liaisons au sein de la province. C'est un marché qui est compétitif, qui a été fortement bouleversé par l'arrivée successive des lignes TGV qui ont continué de s'étendre, par l'implantation de compagnies low cost européennes sur notre territoire et l'implantation de nouvelles flottes, y compris par l'arrivée des liaisons par car. Donc c'est un marché qui est en transformation mais qui reste important évidemment pour Air France. Et nous on a la conviction que le hub, la connexion au hub de Roissy est tout à fait en symbiose avec le développement de ces régions. C'est-à-dire que des liaisons directes pourraient exister, le marché est ouvert, hein. On pourrait imaginer une liaison Bordeaux-New York, n'importe quelle compagnie pourrait venir s'y installer. Mais le flux économique n'est pas suffisant pour justifier l'existence d'une telle ligne. Et c'est en ce sens que l'existence du hub et la connexion forte entre les villes de province et le hub de Roissy est capitale pour permettre cette connectivité au monde. Alors si ma mémoire est bonne, le groupe Air France KLM, c'est plus de 6 compagnies, sans compter bien sûr les alliances dans SkyTeam. On connaît tous Hop et Transavia. Quelle est la perspective pour ces deux compagnies? Alors le groupe Air France KLM, dans le cadre de la mise en œuvre de ces stratégies, vraiment capitalise sur les marques que sont Air France et KLM, qui sont vraiment les marques phares du groupe, et sur le développement de Transavia, qui est la low cost, la compagnie low cost du groupe, qui est une compagnie qui est en croissance rapide, qui a de bons résultats, qui est une compagnie leader, qui est la première compagnie low cost au départ d'Orly. Et donc il y a des discussions qui se poursuivent actuellement pour poursuivre le développement de Transavia. Et quant au réseau domestique, évidemment, je vous l'ai dit, il est important. Donc la marque Air France Hop, hein, c'est sous l'ombrelle de la marque Air France, et l'objet de toutes nos attentions, même s'il y a des mesures d'adaptation en cours, mais l'enjeu c'est bel et bien de continuer de servir ce marché, notamment au service du désenclavement des territoires. Bon, on sera content de voir s'il y a des nouvelles lignes qui apparaissent pour justement pouvoir voyager en France plus rapidement. Merci beaucoup Aurélien Gomez pour ce tour d'horizon. Jean-Marie Carvalho, pour une entreprise industrielle, comme vous la gérez en France, quelles sont les problématiques ou les défis de 2019, du futur en tout cas? Alors, on a plusieurs objectifs en jeu et orientations à mener. Je dirais dans un premier temps, on est comme je vous le disais, dans une mutation technologique aujourd'hui notamment des actionnaires de vol, mais de manière générale dans les technologies qui sont aujourd'hui qui vont être les technologies du futur dans la partie aéronautique. Et donc on a nous personnellement un enjeu extrêmement fort et stratégique sur comment on va redéfinir une nouvelle manière de voler, parce que demain on va parler de voilure et non plus d'actionneurs de vol. Donc ça c'est un enjeu extrêmement fort pour nous, comment on va pouvoir accompagner nos clients sur la redéfinition de leur portefeuille technologique, comment on va être avant-gardiste et force de proposition sur ces technologies-là. Donc il y a un enjeu technologique absolument passionnant sur
l'enjeu de réinventer la manière dont un hélicoptère ou un avion vole. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort et d'important chez nous, et notre capacité donc à soutenir et investir dans ces nouvelles technologies. Après, sur le marché de l'après-vente, notre vocation, c'est de soutenir tout ce que soulignait Aurélien, c'est-à-dire être capable de fournir à nos clients comme Air France et les autres compagnies aériennes le maximum de support pour pouvoir faire en sorte que les avions volent, ne soient pas au sol, ne soient pas impactés par des problématiques de panne et autres. Et aujourd'hui, on a un acteur fort dans ce domaine, de par l'étendue de ce que Collins Aerospace peut proposer, et cette capacité à fournir un système complet et un service complet à nos clients. Donc nos enjeux sont extrêmement très forts sur le périmètre de l'après-vente, pour qu'on puisse soutenir nos clients là-dessus. On parlait de maintenance prédictive, on parle de big data, de digitalisation, qui sont des métiers en pleine explosion dans notre secteur. Donc je dirais un autre enjeu aussi, c'est comment demain on attire ces nouvelles compétences, comment demain je fais en sorte qu'un informaticien ou un type qui sache gérer du big data, il vienne chez moi plutôt que d'aller vers des startups qui sont plus cool, quoi. Donc il y a un enjeu d'attractivité qui est extrêmement fort, qui est lié aux générations auxquelles on s'adresse aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui me passionne personnellement, parce que une entreprise est faite d'hommes avant d'être faite de processus et d'outils. Et je trouve que cet enjeu-là, il est absolument passionnant. Comment on va pouvoir... Voilà, comment attirer les nouveaux talents, puisque les entreprises sont faites d'êtres humains, hommes et femmes, et donc c'est important. Est-ce qu'il y a une bonne formation, finalement, pour venir dans une entreprise industrielle ? On en parlait tout à l'heure, enfin je pense que... Ou est-ce qu'il y a plein de types d'écoles, et finalement c'est qu'une question de passion pour vous ? Moi, j'aime assez ce que vous dites. Je pense que c'est surtout une question de passion et de curiosité. Voilà. Après, la formation, évidemment, il faut avoir un background technique ou autre, parce qu'on parle beaucoup d'ingénieurs, mais on offre d'énormes possibilités sur les métiers des achats, sur les métiers de la logistique, sur les métiers de l'industrialisation. On n'est pas qu'un secteur d'ingénieurs. Oui, c'est important de le rappeler. On a également beaucoup d'autres métiers, et ces passerelles entre ces métiers, elle est présente, elle est possible, et elle peut être également passionnante. Donc je dirais, moi j'aime à dire que voilà, il faut être passionné et curieux, avant tout. Merci Jean-Marie Carvalho. Alors on va poser la question à Sébastien Maire, finalement. Les enjeux pour les prochaines années, quelles sont-elles pour vous en tant que consultant ? Alors, vous facilitez un petit peu la tâche grâce à la qualité des intervenants, parce que quand on a mentionné un certain nombre, moi je voudrais en retenir 4. La technologie, une question sur la capacité, les talents, et puis l'internationalisation. Alors, la technologie, on en a parlé. Je pense qu'en premier lieu, c'est l'enjeu pour la technologie, c'est d'être au service de l'environnement. Moindre émission, moins de consommation de fuel, moindre émission de CO2, et moins de bruit. Nuisance sonore. Oui. L'hélicoptère H160 d'Airbus Hélicoptère, avec ses nouvelles pales, a une nuisance sonore perçue de moins de 3 décibels. Alors ça ne représente peut-être pas grand-chose pour nous, c'est-à-dire qu'en termes de bruit perçu, c'est la moitié. Donc il y a d'énormes progrès qui sont en cours. Ça, donc en fait, on est capable de faire moitié moins de bruit pour un hélicoptère maintenant qu'avant. Oui. L'essentiel du bruit énorme. de l'hélicoptère, c'est le bruit aérodynamique. Ce n'est pas le bruit du moteur, c'est le bruit des pales. C'est le bruit des pales. Forme de pales, on arrive Absolument. à baisser significativement le bruit perçu. Il y a aussi un enjeu sur la technologie, avec l'introduction de tout ce que le digital et les technologies numériques permettent de faire. On en a largement parlé. Le deuxième enjeu, c'est sur la capacité à avoir des avions à opérer, donc pouvoir les concevoir, les construire et les maintenir. Et puis il y a un deuxième point sur la capacité, vous l'avez mentionné Aurélien, c'est la capacité aéroportuaire. Le trafic grimpe. Les aéroports, ce ne sont pas la manière la plus populaire d'utiliser les surfaces, mais c'est nécessaire et ça contribue au rayonnement économique d'une ville, d'un pays, d'un continent. Donc finalement, si les avions pouvaient décoller de manière verticale, ça serait une formidable avancée pour les constructions d'aéroports. Ça serait une formidable avancée pour la mobilité en général. Ce qui est probable, c'est que pour l'instant, ce qui sera montré d'ailleurs au Salon du Bourget, Vahana ou autre taxi volant, pour appeler ça, prendre des guillemets pour cette dénomination, représentera une partie extrêmement faible dans les 10 prochaines, 20 prochaines années du trafic. Donc, je ne pense pas que ce soit une question de substitution,
c'est une question de complémentarité avec les solutions de mobilité. On aura toujours besoin des infrastructures aéroportuaires pour des avions à décollage horizontal. Les talents, aussi, troisième point, largement parlé, avec l'enjeu de les développer en France. Il faut faire attention, on est dans une compétition mondiale. La Chine est capable de former jusqu'à 400 000 talents par an. Aujourd'hui, on parle de 350-400 000 emplois en France. Donc, il y a une attractivité et je pense que si la France est très bonne en formation, il faut absolument que les entreprises françaises offrent les perspectives aux talents en France pour qu'il n'y ait pas trop de départ vers d'autres pôles qui sont en besoin à l'international. Et le quatrième point, c'est l'internationalisation. Nos entreprises françaises, alors elles peuvent être filiales de grands groupes internationaux, mais elles ont leurs spécificités, ce sont des entités autonomes, elles peuvent être françaises, notamment des ETI. Elles ont besoin pour le futur d'aller chercher des contrats à l'international et de s'implanter à l'international. On a mentionné l'enjeu de la langue anglaise, c'est primordial. L'ouverture, ça a été aussi un mot aujourd'hui, c'est capital que les gens, les employés, les dirigeants soient ouverts à aller chercher la croissance, à aller chercher la pérennité de leur métier en dehors de France. Et ça, c'est un enjeu réel qui est accompagné par le GIFAS. C'est l'enjeu probablement des prochaines années pour l'ensemble du tissu industriel. Aurélien, merci beaucoup Sébastien Maire. Aurélien Gomez, un petit mot pour conclure. Oui, très très brièvement, mais Sébastien Maire a évoqué justement la diminution du bruit. Et juste un élément à avoir à l'esprit, depuis 2005, les nuisances sonores émises par les avions d'Air France ont diminué de 47%. Vous voyez, on parlait de diviser par deux, donc c'est vraiment un processus permanent soutenu. Dans le même temps, on a réduit de 21,6% nos émissions de CO2 par rapport à 2011. Donc vous voyez, c'est une dynamique qui est continue, c'est une préoccupation constante et qui n'est pas nouvelle, à laquelle on s'attache et sur laquelle on va continuer de travailler avec l'aide évidemment des industriels. Et sur les aspects emploi, effectivement, il y a un vrai enjeu. Depuis 2017, on a recruté, le groupe Air France a recruté 8000 personnes. C'est pour 2019, 4000 nouveaux recrutements attendus, donc il y a un véritable enjeu. Bon, on a évidemment, c'est une marque qui est attractive, Air France, donc on va continuer de recruter, mais c'est effectivement une vraie dynamique que nous poursuivons. Alors pour terminer, on va juste, si on veut venir travailler chez Air France, pour vous contacter, on fait comment, Aurélien Gomez ? Pour revenir au thème de l'émission, rendez-vous au Salon du Bourget. On va bien poser la même question à Laurent Dujaric. Comment fait-on ? Nous, en tant qu'association spécialisée sur l'information et l'orientation sur le modèle aérien et de l'aéronautique, on a déjà un site internet qui s'appelle airemploi.org, sur lequel il y a une soixantaine de fiches métiers, des vidéos métiers, une base de données qui regroupe les principaux organismes de formation permettant de rentrer dans le secteur. On est situé aussi à Roissy, on peut accueillir du public en entretien individuel. Et puis on sera évidemment aussi sur l'avion des métiers pour donner des conseils d'orientation. Je voulais juste deux mots. On fait des conférences métiers dans les classes de collège et lycée, ce qu'on appelle les conférences territoriales. On fait 200 par an, dont la moitié en région Île-de-France. Et je voulais aussi signaler l'existence d'un site qui s'appelle aéroemploiformation.com, qui est le site de l'emploi dans l'aéronautique développé par le GIFAS, la banque professionnelle du secteur, sur lequel vous pouvez retrouver 7000 offres d'emploi et qui représentent une grande partie des entreprises de l'industrie. Oui, c'est énorme, 7000 emplois à pourvoir. Pareil pour vous, s'il vous plaît, Jean-Marie Carvalho, si on veut venir travailler dans votre équipe, comment fait-on ? Alors, via le net, évidemment, sur notre site, il y a énormément d'informations qui sont disponibles. Et puis, je vous invite au Salon du Bourget. On sera présent à l'Avion des métiers. On aura un stand assez important sur lequel on a beaucoup investi parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur de présenter nos produits. Et il y aura pas mal de vidéos des différentes personnes de mes équipes qui pourront présenter. Vous pourrez sentir la passion de leur métier et à quel point on est dans un environnement extrêmement stimulant. Merci beaucoup. Pareil pour vous, Sébastien Maire, si on veut devenir consultant, comment on fait pour vous contacter ? On a également les technologies habituelles. Donc on a une adresse email sur notre site, kea-du6partners.com. On est ravis de recueillir toutes les candidatures et de répondre très rapidement en fonction des perspectives qu'on peut offrir. Merci beaucoup à tous pour votre présence en studio ce matin. Cette émission s'achève et moi je vous donne rendez-vous dès lundi. Demain vous serez avec Jacqueline Voras pour un nouveau thème. Bonne journée à tous, à demain.